Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 6 avril. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu le Premier ministre malien et l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en fin de mission en Côte d'Ivoire, au cœur des échanges avec ces personnalités, le renforcement de la coopération avec leurs pays respectifs. Les travaux de réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny ont été lancés ce vendredi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le pont, vieux de 61 ans, sera rénové pour le bonheur des usagers. Les travaux vont coûter 41 milliards de francs CFA pour une durée de 30 mois. Les actions pour le retour de migrants ivoiriens se poursuivent. 151 migrants en provenance de la Libye ont regagné Abidjan hier jeudi. Leur retour a été facilité par les autorités ivoiriennes et l'Organisation internationale pour la migration. Environ 2000 migrants ivoiriens ont regagné la Côte d'Ivoire à ce jour. En Afrique du Sud, le procès de l'ex-président Jacob Zuma, ouvert aujourd'hui, a été renvoyé au 8 juin prochain. Poursuivi pour corruption, fraude et blanchiment d'argent, il encourt 15 ans de prison. Jacob Zuma dénonce une persécution politique. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par le palais présidentiel avec les rencontres du président de la République. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est entretenu aujourd'hui avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en fin de mission en Côte d'Ivoire et avec le Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga. Au menu de leurs échanges, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali. On en sait plus avec Awatouri. La Côte d'Ivoire et le Mali continuent d'avancer ensemble pour un développement intégré des deux pays et de la sous-région ouest-africaine. Le Premier ministre malien, Boubèye Maïga, au terme d'une visite de travail de 48 heures à Abidjan, a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion pour Boubèye Maïga de faire le point sur la situation sécuritaire au Mali, le G5 Sahel, les échanges commerciaux et la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali. J'ai fait le point de la situation sécuritaire dans le Sahel et au Mali en particulier, en mettant l'accent sur les efforts que nous sommes en train de déployer à l'intérieur du pays, de nos frontières, pour consolider la paix et la sécurité des populations. Et puis notre articulation aussi dans le cadre du G5 Sahel, la force conjointe que nous avons et pour laquelle nous sollicitons le soutien, l'accompagnement diplomatique de la Côte d'Ivoire qui, comme vous le savez, est membre non permanent du Conseil de sécurité. Sur le plan économique, nous avons fait part au président des convergences que nous avons développées au cours de nos entretiens, notamment sur la création d'une zone économique spéciale à notre frontière commune avec le Burkina et la Côte d'Ivoire. Le Mali sait très bien ce qu'il doit au leadership du président Ouattara, parce que pendant la crise que nous avons connue, n'eût été la fermeté et la clairvoyance avec lesquelles il avait dirigé la CEDEAO, probablement nous aurions connu un autre destin. Le président de la République a également échangé avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Le diplomate saoudien est en fin de mission. Je lui ai transmis les salutations du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz, et son Altesse royale, le vice-prince héritier Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz. J'ai remercié M. le Président de la République pour le soutien que j'ai eu au cours de ma mission sur tous les plans et je lui ai transmis également les gratitudes du Royaume d'Arabie Saoudite. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite a par ailleurs salué le leadership du président Alassane Ouattara avant de se féliciter de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Voilà, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, en fin de mission, donc, a fait ses adieux ce jeudi au ministère des Affaires étrangères. C'était lors d'un dîner organisé en son honneur par le dit ministère. La Côte d'Ivoire lui a donc rendu hommage pour avoir contribué au raffermissement des liens économiques et diplomatiques entre les deux pays. Le pont Félix Houphouët-Boigny sera réhabilité. L'ouvrage totalise 61 ans d'existence. Le temps a fait son effet, le pont a pris de l'âge, mais il va être rénové pour le bonheur des usagers. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé aujourd'hui même les travaux de réhabilitation. Ils vont coûter 41 milliards de francs CFA pour une durée de 30 mois. Noël Nyagno. Pont
Félix Houphouët-Boigny, 1957-2018. Cela fait 61 ans que cet ouvrage est au service de l'économie ivoirienne et de celle de la sous-région. Seulement voilà, le temps a fait ses effets. Et ces effets ont un coût. Plus de 41 milliards au regard des investissements nécessaires à la réhabilitation du pont. La réhabilitation de cet ouvrage consistera, en ce qui concerne donc l'ouvrage principal, c'est-à-dire le pont lui-même, au renforcement des fondations en lagune par la réalisation de 56 nouveaux pieux et à la réhabilitation totale des caissons qui supportent le trafic routier et ferroviaire, ainsi que le remplacement des éléments de protection des usagers comme les garde-corps. Vendredi 6 avril 2018, une autre date est à retenir dans l'existence de cet ouvrage stratégique pour l'économie ivoirienne. Le lancement des travaux de sa cure de jouvence par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Financé par la coopération française à travers le C2D, contrat de désendettement et de développement, cet investissement s'inscrit dans une série d'accompagnements de la France et revêt une double signification. Depuis la signature du premier C2D fin 2012, les appuis de la France au secteur des infrastructures routières de Côte d'Ivoire représentent un engagement cumulé de près de 350 milliards de francs CFA. Ce montant significatif témoigne d'une part de la priorité que donne le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au développement des infrastructures de la Côte d'Ivoire, et d'autre part de la volonté de la France d'accompagner dans la mise en œuvre de cette politique volontaire la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a rendu un hommage appuyé à la coopération française pour ce projet structurant qui va booster les performances du pays. La réalisation de ces travaux permettra d'améliorer sensiblement la sécurité des usagers du pont, la fluidité de la circulation des personnes et des biens et la productivité des acteurs économiques. Les travaux sont prévus pour durer 2 ans. Un autre projet en cours, cette fois-ci dans le domaine minier, Lagune Exploitation, groupe minier ivoirien, ouvre bientôt une mine d'extraction de la bauxite, c'est dans le département de Bongouanou. Ce groupe est dirigé par des hommes d'affaires ivoiriens. Ils ont échangé ce matin avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan sur l'extension de leur projet ici en Côte d'Ivoire. Mahama Traoré. Le bauxite du groupe Lagune Exploitation sera installé dans le village de Bénéné, département de Bongouanou. Ce projet nommé Liseta vise à faire de la région du Moronou un véritable pôle industriel. Il a été présenté ce vendredi au vice-président Daniel Kablan-Duncan. L'investissement initial pour la première partie est de 24 milliards de francs CFA qui compose l'exploitation même de la mine, l'usine de calcination et la base vie, parce qu'il y aura un village minier avec des centres de formation, centres de santé, etc. La deuxième phase, qui est pour l'alumine en poudre, l'investissement sera de 110 milliards de francs CFA pour 500 emplois directs en plus et 1500 emplois indirects. Ensuite, on passe à 84 milliards pour l'alumine pure. Dans ses débuts, le gisement de Bénéné compte produire 750 000 tonnes de bauxite brut par an. Le projet Liseta est essentiellement porté par des hommes d'affaires ivoiriens. Les travaux démarreront dans une semaine. Le président libérien George Weah a quitté Abidjan ce matin après une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Il a été raccompagné à l'aéroport, comme vous le voyez sur ces images, par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Durant son séjour en terre ivoirienne, George Weah a plaidé pour une intensification des relations avec la Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures routières et de l'énergie. Et lors de sa visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire, le président libérien George Weah a rencontré hier jeudi la communauté libérienne vivant sur le sol ivoirien. Un véritable moment de communion entre le chef de l'État libérien et cette communauté. À l'image de la rencontre, le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amontano, et son homologue du Libéria ont eu une séance de travail. Bien sûr, ils ont évoqué la coopération entre le pays. Jérôme Kofi Aboulé. Tous les deux, ils sont ministres des Affaires étrangères, l'un ivoirien et l'autre libérien. Et à leur côté pour cette séance de travail, les membres de leurs délégations respectives. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du séjour ivoirien du président libérien.
Au nombre des sujets à l'ordre du jour, la 6e session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-libérienne. Cette 6e commission s'est tenue après 39 ans, entre la 5e et la 6e commission, due à la guerre au Libéria et au conflit également que notre pays a connu. Le président George Weah vient d'être élu. Il vient de mettre en place un gouvernement avec de nouveaux ministres, dont 3 sont présents ici, le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Transport et le ministre des Relations intérieures. Et nous avons considéré qu'il était important d'avoir avec eux un échange sur les accords signés à l'occasion de cette 6e session de la commission mixte, voir s'ils souhaitaient compléter la liste de ces accords conformément à la vision du président Weah et tenir très rapidement une réunion de suivi de la mise en œuvre de ces accords. Mais avant cette séance de travail avec les ministres ivoiriens et libériens des Affaires étrangères, il y a eu la rencontre entre le nouveau président du Libéria et la communauté libérienne en Côte d'Ivoire. À l'arrivée de George Mané Weah dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, pour ce moment d'échange, c'est l'exultation totale avec en filigrane les drapeaux libériens dans pratiquement toutes les mains brandies en l'air, signe que ce contact avec le nouveau président du Libéria est entendu par ces Libériens en Côte d'Ivoire, signe aussi que loin de leur pays, ils y sont réellement attachés. Voilà, je rappelle, le président libérien George Weah a quitté Abidjan ce matin pour Monrovia. Les actions pour le retour de migrants ivoiriens se poursuivent. 151 migrants en provenance de la Libye ont regagné Abidjan hier jeudi. Leur retour a été facilité par les autorités ivoiriennes et par l'Organisation internationale pour la migration. Environ 2000 migrants ivoiriens en situation de détresse en Libye ont regagné leur pays à ce jour. Le reportage de Moussa Konaté. Ils sont au nombre de 151 migrants dans ce vol. Parmi eux, des blessés, dont un cas grave. Ces jeunes, partis à la recherche d'une vie meilleure, auraient vécu dans des conditions difficiles en territoire libyen. J'aimerais demander excuse à mes parents aussi, parce qu'ils m'avaient conseillé de ne pas aller, mais j'ai refusé. J'ai fait des choses avec mes parents, je ne pouvais plus me retourner. Il fallait que j'aille jusqu'au bout. Donc j'ai essayé, je n'ai pas pu. Puis j'ai été au moins kidnappé au moins 3 à 4 fois. Ils m'ont fait travailler pendant 6 mois, 7 mois. C'est le bastonnage la nuit comme le jour. Je vivais à la maison en tant qu'un jouet. J'ai parti en entraînement, bon, un jour c'est venu enlever tol sur nous. Et puis nous a ramassé pour aller dans la prison comme ça. C'est dit prison, bon, c'est au dehors, mais c'est sur sol. Ça veut dire que c'est au coup seulement au dehors. Maintenant ta main, le reste c'est en bas de la terre. Même quand tu veux rentrer, on dit déportation volontaire. Tu te rentres à la police, ah bon, je vais retourner chez moi. On te fouille, on prend tout ce que tu as, même la carte mémoire, on ne laisse pas. En plus, il faut de l'argent. Moi-même, ils m'ont pris 1500 €, plus 450 dinars. Par les 450 dinars, c'était mon l'argent de manger. Les 1500 €, c'était sur moi parce qu'il n'y a pas de banque là-bas. Tu ne peux pas déposer de l'argent à la maison aussi. Nous, même si tu as 1 milliard, tu vas te promener avec ça en Libye. Je suis allé me rendre, j'ai dit je vais me retourner chez moi. Et maintenant, on prend tout mon argent, mon téléphone, ma carte mémoire. Maintenant, ils me gardent pendant 2 mois s'ils sont prêts et ils me font partir. Ces migrants, encore sous le choc de l'horreur, bénéficient d'assistance de l'Organisation internationale pour la migration et des autorités ivoiriennes. Les blessés sont automatiquement pris en charge. Les personnes blessées seront immédiatement conduites à la clinique pour une prise en charge des besoins médicaux. Nous avons ici également un urgentiste qui est présent, une infirmière et puis bien sûr le SAMU est là aussi, puisqu'il y a plusieurs migrants qui se plaignent quand même de douleurs ou de maladies causées par le froid ou par les conditions dans les centres de détention. C'est le 10e vol retour de rapatriement volontaire. Depuis le déclenchement de la crise migratoire, près de 2000 personnes ont rejoint la Côte d'Ivoire sur les 7052 dénombrés en Libye. L'autre action à poursuivre, c'est la lutte contre la fraude et la vie chère. Justement, la campagne de vérification des instruments de mesure sur le territoire national est lancée depuis hier par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. La campagne de vérification s'étend jusqu'au 5 août prochain, comme nous l'explique de façon détaillée
Lansene Bakayoko. Cette opération nationale de vérification a pour but de s'assurer du bon usage des instruments de mesure, aussi bien dans le commerce que dans les industries. Imaginez-vous un tensiomètre et autres, d'accord, qui sont mal ajustés, peuvent créer en fait des cas qui sont dramatiques. Et la science de la métrologie en fait est transversale. Elle est partout. Le respect de la mesure devrait permettre de régler les problèmes liés à la fiabilité, à la loyauté et à la transparence dans les transactions et de prescrire le rajustement ou la mise hors service de ceux qui ne remplissent plus les conditions réglementaires. L'année dernière, nous avons eu à contrôler plus de 138 000 instruments de mesure et au terme de ces contrôles-là, nous avons dû retirer environ 300 instruments de mesure qui ont été retirés du marché et également détruits. Les opérateurs économiques s'engagent à s'approprier pleinement la mesure qui permettra de livrer des produits au juste prix. Nous accueillons cette campagne avec beaucoup de joie. Nous sommes déjà dans la dynamique. Tous les jours, notre activité consiste à vérifier les instruments de mesure. Ce contrôle des instruments de mesure qui se tient sur toute l'étendue du territoire est bien apprécié par les clients. Pour ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis rassuré. La mesure concerne les hôpitaux, les restaurants et pâtisseries, les pharmacies, les boucheries, les poissonneries ainsi que les stations-service. De l'actualité nationale également, la première cotation des emprunts obligataires TPCI 5,95% 2017-2024 des mois de septembre et d'octobre 2017, ouverte ce jour à la Bourse régionale des valeurs mobilières, enregistre déjà un succès. Pour la première tranche de l'emprunt, un volume de 1000 titres a été échangé à raison de 10 000 francs CFA le titre, soit 10 millions de francs CFA. Et pour la deuxième tranche, un volume de 402 titres, soit 4 millions 20 000 francs en début de journée. Le reportage de Justine Seguike dans nos prochaines éditions. Au chapitre politique de ce 20h, le bureau politique du RDR s'est réuni hier en fin d'après-midi pour plancher notamment sur la question de la création du parti unifié. La direction du parti a appelé ses cadres à mener la réflexion sur le sujet. Un congrès extraordinaire est annoncé le 5 mai prochain. Abou Sanogo. Le rassemblement des républicains est résolument engagé dans la création du parti unifié. Une réunion du bureau politique sous la présidence de Henriette Dagri Diabaté entouré de ses vice-présidents et de sa secrétaire générale qui n'avait qu'un seul objectif majeur, faire adopter par la haute instance du parti les travaux du comité de haut niveau du RHDP, notamment le manifeste du parti unifié. Une exigence selon la présidente du RDR. Ce parti garantira la paix et la stabilité de notre pays. Ce parti consolidera la cohésion et l'unité nationale. Ce parti sera le ferment d'un développement durable. C'est pourquoi le bureau politique doit examiner avec responsabilité la question du parti unifié et se prononcer dans une résolution forte. À l'issue de la réunion du bureau politique, le porte-parole du RDR a indiqué que tous les partis sont d'accord pour aller au parti unifié. Les partis membres du RHDP, après donc, les travaux au sein du comité de haut niveau, pour la plupart, ont décidé de valider ou de donner quitus à leur président pour la validation donc, des textes relatifs donc, au parti unifié, notamment le manifeste et les statuts. Et ça a été rappelé aussi au cours donc, de ce bureau politique que le RDR n'envisage pas et n'a jamais envisagé le parti unifié sans les autres partis et membres du RHDP. Et conformément aux conclusions du manifeste qui a été paraphé par tous les partis sans exclusif, le parti unifié se mettra en place avant 2020. S'agissant de la révision de la liste électorale pour les élections municipales et régionales, la direction du RDR a instruit la structure du parti à redynamiser le comité de mobilisation de proximité à l'effet d'identifier et sensibiliser les nouveaux majeurs à se faire enrôler. Par ailleurs, elle a levé le voile sur ce nouveau chantier, à savoir réactualiser les structures de base, cultiver l'esprit de défense, de loyauté et de soutien mutuel entre le sommet et la base en toutes occasions. Et enfin, le bureau politique donne mandat à la direction du parti de convoquer pour le 5 mai prochain à Abidjan un congrès extraordinaire à l'effet d'adopter le projet de test du parti unifié tel que arrêté dans le cadre du comité de haut niveau.
Voilà, on note également au niveau de l'actualité politique nationale l'ouverture de la première session des jeudis du RHDP autour du thème « Gouvernance RHDP 7 ans après, où en sommes-nous » Nous en saurons davantage avec nos reporters dans nos prochains journaux. Le président de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence Force 2015 visite les populations du quartier Maroc de Bouaké. Visite pour remercier ces populations pour l'avoir soutenu lors des élections législatives, mais surtout les inviter à promouvoir la cohésion sociale. Explication avec Abou Sanogo. Le député de Bouaké Commune, Charles Niaouri, à la rencontre des associations de femmes du quartier Maroc à Bouaké, sonner la mobilisation autour des actions du président de la République Alassane Ouattara. C'est le sens de la visite du député Charles Niaouri, par ailleurs président de la Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, qui a saisi l'occasion pour inviter ces femmes à l'unité et au rassemblement autour des œuvres du président de la République et de son gouvernement. Les inviter à l'union, à la mobilisation autour des ambitions et de la vision du chef de l'État Alassane Ouattara à travers donc la création du parti unifié RHDP. Pour nous, c'est une politique de vision, c'est une politique qui vise à offrir à notre Côte d'Ivoire, à notre pays, la stabilité, le développement, gage donc d'emploi pour les jeunes, gage d'autonomie pour les femmes. Charles Niaouri est allé à la rencontre des femmes de Bouaké, les mains chargées. Les différentes associations féminines ont reçu des ustensiles et des chaises pour leur autonomisation. Il nous avait déjà promis, donc il est venu, disons, honorer ce qu'il avait déjà dit. Donc nous sommes énormément heureux de penser à nous et de nous envoyer aussi ces cadeaux que nous désirons tous. Les populations du quartier Maroc ont égrené un chapelet de doléances, notamment l'électrification de leur quartier et la construction d'un centre de santé. Et on s'intéresse à votre santé. Dans ce 20h, la Côte d'Ivoire vient de célébrer la 23e journée mondiale de lutte contre la tuberculose à Adzopé. Le thème de cette année, à la recherche de leaders pour un monde sans tuberculose. En Côte d'Ivoire, on est passé de 25 299 cas en 2013 à 21 163 cas en 2017. Le centre antituberculeux d'Adzopé a été inauguré. Le témoignage d'Ami Sissoko. La tuberculose connaît une tendance à la baisse en Côte d'Ivoire. On est passé de 25 299 cas en 2013 à 21 163 cas en 2017. Sur 100 personnes, 83 recouvrent la guérison. Guérison possible grâce à un traitement de 6 mois, comme le témoin cet ancien malade. J'ai constaté la maladie au ghetto, en filmant avec mes amis. La maladie tuberculose est une maladie qu'on peut guérir. Tu peux avoir la tuberculose et puis être guéri ici le traitement. Nous sommes à la célébration de la journée mondiale de la tuberculose à Adzopé, une initiative de l'ONG Alliance et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Journée qui coïncide avec l'inauguration du centre spécialisé de prise en charge de la tuberculose à Adzopé. Le centre d'Adzopé a la particularité d'avoir en sein un dispositif d'hébergement. Donc nous avons 24 lits totalement équipés. C'est toutes les technologies actuelles permettant le diagnostic rapide moléculaire de la tuberculose qui seront utilisées ici à Adzopé. Un centre cofinancé équipé par le Fonds mondial et l'État ivoirien à plus de 250 millions de francs CFA. Il vient compléter le nombre des centres antituberculeux à 315. Une manière de rapprocher les structures de prise en charge des populations en vue de mieux lutter contre cette maladie. Notre action s'appuie sur les agents de santé communautaires qui travaillent à la prévention, donc en donnant des informations à la population. Comment éviter de transmettre la maladie en veillant à se couvrir la bouche lorsqu'on tousse ou on éternue ou à tousser dans le creux de la main. Notre pays est désormais autosuffisant en centre de prise en charge de la tuberculose au regard de la norme de l'OMS qui est de 1 centre pour 100 000 à 150 000 habitants. À l'échelle mondiale, selon l'OMS, en 2016, plus de 10 millions de personnes ont contracté la tuberculose et 1 700 000 en sont décédés. En Côte d'Ivoire, sur 21 163 dépistés, dont 1065 enfants, 6% en sont décédés.
L'AIP, l'agence ivoirienne de presse, forme les correspondants de presse pigistes. Thème de la formation, les correspondants de presse face aux défis de la productivité. C'est une formation continue pour leur permettre d'acquérir des connaissances nouvelles et de meilleurs réflexes techniques adéquats. Actes qui permettront d'optimiser les connaissances en revisitant l'écriture de la dépêche des correspondants à travers l'analyse de la production. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale dispose désormais d'un système d'information géographique sur l'emploi. Une application web développée par le Comité national de télédétection et d'information. Le projet a été financé à hauteur de 192 millions de francs CFA. Grâce Gando. La situation de l'emploi en Côte d'Ivoire révèle plusieurs faiblesses structurelles au nombre desquelles l'insuffisance de données sur le marché de l'emploi. Pour pallier ce déficit, une carte emploi est désormais disponible sur le site www.cartemploi.ci. C'est un outil d'aide à la décision. Il permet d'élaborer une cartographie nationale des initiatives en faveur de l'emploi. La mise en place de ce nouvel instrument permettra de produire et de diffuser en temps réel des données régulières et fiables, non seulement pour concevoir et mettre en œuvre une politique d'emploi, de qualification et de formation professionnelle efficace, mais également pour faciliter l'élaboration de stratégies locales intégrées de l'emploi. Dénommé SIG-Cart, l'outil a été conçu par le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTG. Elle prend en compte 4 aspects: gouvernance de l'emploi, suivi des projets, marché du travail et administration. La croissance de la Côte d'Ivoire est très bonne, mais aussi il faut le faire répliquer au niveau de l'emploi. Donc le fait de mettre un portail de ce type-là qui fédère toutes les informations émanant des offres d'emploi et puis les demandeurs d'emploi et les acteurs d'emploi aussi, on est capable aujourd'hui, à partir de, si les données sont si fiables, de pouvoir donner une solution pragmatique à l'emploi en Côte d'Ivoire. La carte emploi a été financée à hauteur de 192 millions de francs CFA par la Banque mondiale à travers le Bureau de coordination des programmes emploi. Nos attentes, c'est que le ministère puisse régulièrement produire eux-mêmes les analyses et les statistiques, aussi prendre les décisions sur l'orientation de l'emploi, l'orientation des formations et d'éducation et d'enseignement à travers cet outil. Le projet s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien qui est d'augmenter l'offre d'emploi et de promouvoir l'emploi de qualité d'ici à 2020. Pour les nouvelles à l'étranger au Togo, la société civile africaine appelle tous les acteurs politiques au dialogue et à la paix. Cet appel va dans le sens de l'apaisement et de la cohésion sociale pour le bonheur du peuple togolais qui vit depuis plusieurs mois une crise politique. Alexis Ouedraogo. Suspendu le 23 février, le dialogue politique intertogolais était annoncé pour reprendre le 26 mars dernier. Mais jusqu'ici, aucun signe des deux parties. La plateforme des ONG et associations africaines pour la démocratie s'invite dans la recherche de solutions. Elle souhaite que l'opposition saisisse la main tendue du dialogue. Oui au dialogue politique franc, direct, sans tabou. D'où sortira cette colombe d'une paix véritablement établie au Togo, dans les cœurs et l'esprit. Le chef d'État a lancé, il faut être à deux pour dialoguer. Je tends la main à la classe politique. Asseyons-nous pour dégager une solution idoine. La mise en œuvre de ce dialogue conduit par le président ghanéen Nana Akufo-Addo avait pourtant suscité beaucoup d'espoir. Il y a eu l'annonce le 19 janvier de la libération de 35 personnes détenues dans le cadre des manifestations dans le pays, suivi 2 jours après de la libération de 6 détenus dans l'affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé. En dehors toutefois des mesures d'apaisement que réclame l'opposition, le principal point de discorde reste le retour à la Constitution de 92. L'opposition avance qu'elle ne pourrait en aucun cas accepter un accord qui permette au président actuel de se présenter en 2020. Nous voulons que le retour de la Constitution, nous voulons que les choses changent vraiment, que nos droits soient respectés.
que les choses changent vraiment. 2 mandats, c'est bon. Un 3e mandat, c'est pas possible. Les partisans de Faure Gnassingbé estiment que cette perspective n'est qu'une pure vue de l'esprit. Pour eux, la question d'une nouvelle candidature de Faure Gnassingbé à l'issue de son mandat ne saurait faire l'objet de discussions. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, inquiets de l'instabilité que pourrait engendrer la crise togolaise, ont appelé pouvoir et opposition au dialogue. Et toujours sur le continent africain, en Afrique du Sud, le procès de l'ex-président Jacob Zuma, ouvert ce vendredi, a été renvoyé au 8 juin prochain, poursuivi pour corruption, fraude et blanchiment d'argent. Il encourt 15 ans de prison. Jacob Zuma dénonce une persécution politique. Ennui judiciaire également pour l'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Elle a été condamnée ce vendredi à 24 ans de prison pour abus de pouvoir et corruption. Première femme élue présidente en Corée du Sud, Mme Park Geun-hye avait été destituée et arrêtée en mars 2017. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir à la même heure.